Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire qui fait partie d'un cycle sur la responsabilité du dirigeant. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de vous présenter la responsabilité du dirigeant, mais d'un point de vue purement juridique, qui était animé par un avocat. Cette semaine, la suite, c'est comment vous protéger, vous en tant que dirigeant d'entreprise, dans le cas où votre responsabilité pourrait être engagée. Et cette fois-ci, ce webinaire sera animé par Monsieur Nicolas Meyer, qui fait partie de la MMA. Donc, je vais lui laisser la parole très rapidement. J'espère qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à le mettre dans les questions pour qu'on puisse rétablir la situation s'il y a un problème de son, par exemple, ou de visuel. Pour les questions, vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit. Donc, je les reprendrai à la fin de l'intervention de Monsieur Meyer pour qu'il puisse y répondre s'il a les réponses immédiatement. Sinon, on s'engagera à vous apporter les réponses dans un second temps par mail. Vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions oralement en faisant une main levée, en fait, à la fin de l'intervention de Monsieur Meyer. Donc, je vais lui laisser maintenant la parole. Je le remercie pour sa disponibilité. Bon webinaire et je reprendrai la parole à la fin de l'intervention. Ok, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, Nicolas Meyer, je travaille effectivement comme inspecteur au sein de la direction régionale de Strasbourg pour MMA et je vais déjà présenter mon écran. Hop. Voilà, normalement, vous voyez quelque chose. Oui, Donc, ça je suis marche. ravi d'être avec vous ce matin. Alors, vous voyez derrière des images de foot, donc c'est pas mon salon. On est aujourd'hui en déploiement de notre plan d'action commerciale 2022 au sein du Racing Club de Strasbourg. Je pense que les amateurs de foot s'y retrouveront. Et voilà, donc j'ai la joie de participer à ce webinaire avec vous, organisé par la CCI. Donc, la responsabilité civile des mandataires sociaux. Alors, sous ce titre un petit peu qui peut paraître un petit peu barbare, on va voir ce que ça englobe, quelles pourront être éventuellement les mises en cause auxquelles vous devriez avoir faire face dans votre activité d'entrepreneur. Pour certains, je vous souhaite effectivement pas tous y avoir à y faire face. Mais je vais déjà commencer par vous donner quelques chiffres qui me semblaient intéressants. Alors, 53% des dirigeants pensent que le risque évolue de façon très importante depuis les années 2000. Donc, c'est vrai qu'on est sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. 72% des dirigeants ne se sentent pas concernés. Je crois que là, et si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous vous posez cette question, mais en quoi finalement, moi, en tant que dirigeant dans ma structure, je peux être amené à avoir des problématiques en tant que mandataire social, en tant que dirigeant. On va y répondre. 87% des PME ont été contrôlées dans les 10 dernières années fiscalement. Donc, on sait que le fisc est effectivement un des services de l'État qui fonctionne plutôt pas mal et qui fait son boulot de contrôle. Donc, on verra également les liens qu'il peut y avoir avec cette problématique de garantie des mandataires sociaux. Et 40% des sociétés pourraient être amenées dans l'année à intenter une action en justice, à mener une action en justice. Donc, on va rentrer un petit peu dans la présentation. Voilà. Donc, un sommaire en 3 parties. On va voir le contexte, d'où ça vient, un petit peu de contexte, je dirais, culture générale, les grands principes de la RCMS et surtout aussi comment est-ce qu'on peut se protéger en transmettant finalement la charge de cette responsabilité, la charge financière en tout cas, à un assureur par le biais d'un contrat d'assurance, là en l'occurrence MMA dirigeant. Alors, quelques mots de contexte. On a effectivement un marché de la RCMS, je dirais, qui, comme toutes les bonnes choses, pour une fois, ne nous vient pas des États-Unis. Ça vient un petit peu avant des pays anglo-saxons qui ont une habitude assez forte de faire des actions en justice, pour des raisons valables ou non, mais en tout cas de faire des actions en justice.
On a ce phénomène qui se déplace autour de 1929 avec le crash boursier, le fameux jeudi ou vendredi noir, je ne sais plus, où finalement les actionnaires qui ont tout perdu vont chercher à trouver des responsables auprès des dirigeants de ces sociétés sur lesquelles ils avaient capitalisé pour essayer de trouver des fautes, pour essayer en tout cas de récupérer un petit peu d'argent, en tout cas en faisant condamner les dirigeants. Et puis, comme en toute situation de crise, de la même façon, on va chercher des responsables. Ça arrive en Europe, finalement, dans les années 70, avec les différentes crises qui se sont succédées, les crises économiques, qui font que on recherche systématiquement un débiteur solvable lorsqu'on est en situation de crise pour essayer, en gros, de sauver les meubles et de pouvoir récupérer un petit peu d'argent. Donc, les bases, je dirais, sont posées. Vous avez ici à l'écran les 3 principales causes de mise en cause des dirigeants, en fait. C'est celle qu'on va retrouver le plus. Alors, si on part de la plus faible, qui est en 3e position, la cession reprise. Donc, on sait aujourd'hui qu'un tiers des dirigeants d'entreprise ont plus de 50 ans. Donc, partant de ce postulat, on peut effectivement envisager que dans les prochaines années, il y ait beaucoup de cessions d'entreprise et, je l'espère aussi, beaucoup de reprises derrière. Qu'est-ce qui se passe en fait? La responsabilité des anciens dirigeants peut évidemment être recherchée par la nouvelle équipe de direction si, lors de la reprise de l'entreprise, elle va constater qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été mal gérées. L'action en justice, en tout cas, va être possible. On verra après, dans la présentation, à quel moment, pourquoi, face à qui. On va effectivement détailler ça de façon un petit peu plus précise. Donc, si on passe au numéro 2, et qui est, je dirais, à mon sens, le plus impactant et le plus important dans la vie de tous les jours de l'entrepreneur, un entrepreneur qui soit finalement à la tête d'une grosse structure ou d'une structure plus petite, va avoir effectivement je dirais, un champ d'exercice sur le droit social et le droit du travail. Donc là-dessus, on est d'une manière générale sur l'accident du travail et ses conséquences, qui peuvent effectivement avoir des répercussions sur son état financier. Donc 20% de mise en cause en plus chaque année contre les mandataires sociaux. On a 280 000 saisines des tribunaux pour les litiges relatifs au travail et à la protection sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui se blesse, un salarié qui décède, alors là, du coup, ce ne sera pas lui, mais ses ayants droit peuvent intenter une action directement contre le dirigeant en tant que personne physique. Ils peuvent attaquer effectivement, et la sécurité sociale le fera aussi, l'entreprise. Ça, c'est le principe de la faute inexcusable. On en fera un petit crochet tout à l'heure. Mais également le dirigeant dans sa personne physique. À se dire qu'effectivement, il y a eu plusieurs accidents du travail, par exemple, dans la société. La sécurité sociale peut décider, si elle considère que le chef d'entreprise a sa responsabilité, ou du moins n'a pas fait en sorte que les accidents du travail puissent être évités. Il ne faut pas oublier qu'il y a une obligation quand même de sécurité des salariés qui pèse sur la tête du dirigeant. Donc la sécurité sociale peut éventuellement faire un recours directement contre le dirigeant, tout comme le salarié peut le faire également s'il juge que son employeur peut être responsable. Après, c'est l'appréciation des tribunaux, mais on voit effectivement de plus en plus que les dirigeants se trouvent condamnés sur ces sujets-là. Et donc le premier, le number one, c'est le dépôt de bilan. Alors malheureusement, en ce moment, voilà, plus de 21% de faillites d'ici fin 2021 suite au Covid-19. On est effectivement dans une période économique qui est un petit peu compliquée. On a d'un côté des entreprises qui s'en sortent très bien et qui n'ont jamais fait autant de chiffres, mais de l'autre côté aussi des sociétés pour lesquelles c'est plus difficile de passer ce cap. Alors en quoi ça consiste, cette action en comblement de passif? C'est simplement pour le liquidateur de l'entreprise la possibilité de rechercher une partie du passif auprès du dirigeant sur son patrimoine personnel. Donc on imagine en 2017 une entreprise qui ne va pas très bien. Le dirigeant a confiance malgré tout, il se dit qu'il va se refaire, que le carnet de commandes peut encore se remplir. Donc en mettant en place peut-être des lignes de crédit supplémentaires chez les fournisseurs, en essayant effectivement de trouver de la trésorerie, de faire des emprunts, finalement, il va aggraver un petit peu le passif. Admettons que 3 ans plus tard, la société soit vraiment au bord du gouffre et même dans le gouffre, le liquidateur, le mandataire judiciaire peut dire, monsieur le dirigeant,
Voilà, votre entreprise, techniquement, en 2017, il fallait déposer le bilan. Vous ne l'avez pas fait. On avait à l'époque, je ne sais pas, 50 000 euros de passifs. Aujourd'hui, on en a 100 000. Ben, j'estime que la période sur laquelle vous n'avez pas mis en liquidation votre société, vous avez continué à accumuler des pertes. Et ben, cette partie-là, peut-être les 50 000 euros, ben, je vais essayer de la chercher sur votre patrimoine personnel en faisant une action en justice sur la thématique d'une faute de gestion. C'est ce que moi j'appelle un petit peu l'abus d'optimisme, en fait. En tant qu'entrepreneur, bien souvent, on est sûr que ça va repartir, mais parfois, je dirais, la situation ne se présente pas comme elle était prévue. Donc voilà, pour dresser un tableau, je dirais, les trois principales typologies de mise en cause auxquelles les dirigeants d'entreprise aujourd'hui peuvent faire face. Alors, il y en a d'autres, on va le voir un petit peu plus tard. Et on va passer maintenant au grand principe de la responsabilité civile des mandataires sociaux. Alors, pour faire simple, on a trois grands types de responsabilités dans notre vie. La responsabilité civile, on est basé sur les articles du Code civil qui dit que toute personne qui commet un dommage doit le réparer. Donc là-dessus, il faut prouver le dommage, il faut prouver la faute et il faut prouver le lien de causalité. Dès lors qu'on a prouvé ces trois paramètres, on peut effectivement probablement obtenir réparation auprès d'un tribunal s'il le faut. Donc, si on prend celle qui est la plus à gauche, l'ARC familiale, donc les conséquences de la responsabilité pour les dommages que sa famille ou soi-même pourrait causer aux autres dans le cadre de la vie privée. Alors ça, on y est tous confrontés, c'est notre gamin avec le ballon de foot qui casse la vitre du voisin. Donc, sauf à avoir souscrit une responsabilité civile ou une multirisque habitation chez l'assureur pour transférer ce risque-là, on est d'accord que c'est mon patrimoine familial qui va être impacté. C'est moi qui vais devoir payer les pots cassés à mon voisin. OK, donc RC familiale, vie privée, patrimoine personnel. Au milieu, la RC de l'entreprise, RC professionnel, RC exploitation, RC après livraison, on peut lui donner plein de noms. Alors, en gros, c'est les dommages que l'entreprise peut causer à autrui, les conséquences de l'inexécution, de la mauvaise exécution des obligations de l'entreprise envers ses clients, la responsabilité qu'elle a également envers ses salariés dès lors qu'ils sont, par exemple, sur un chantier chez des clients. Donc, le carreleur qui, en se retournant, va casser la vitre, eh bien, c'est son employeur, c'est l'entreprise qui va devoir payer le vitrage, pour peu qu'effectivement ils aient souscrit une responsabilité civile, et on les encourage à le faire forcément, c'est l'assureur qui viendra payer les dégâts. Toujours un transfert effectivement de cette responsabilité envers l'assureur. Et donc sur la partie droite que j'ai mis un petit peu plus en grand, la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Alors là, on va être dans un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'on est dans des fautes professionnelles, dont le dirigeant peut être donc responsable personnellement, mais qui vont impacter son patrimoine personnel. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre professionnel, je fais une faute de gestion, je commets quelque chose qui m'engage, pratique anticoncurrentielle, du harcèlement, enfin voilà, toutes les choses qui pourraient m'être reprochées en tant que dirigeant, en tant que personne physique. Et là, j'impacte effectivement mon patrimoine personnel. Avant, je vous disais que 72% des dirigeants ne se sentaient pas concernés. Alors, ils ne se sentent pas concernés, souvent pour une idée qui n'est pas très vraie, en fait. C'est le statut. Ils se disent, je suis en SARL, je suis en société anonyme, en fait, il ne peut rien m'arriver. Or, c'est totalement faux. La SARL, la SA, toutes les formes juridiques de constitution d'une société vont être là pour protéger, je dirais, les capitaux en cas de faillite, notamment. Mais là, on est vraiment dans la mise en cause personnelle du dirigeant. Donc, on ne parle même pas de l'entreprise. C'est moi, en tant que personne, je suis mise en cause parce que j'ai commis une faute. Et là, on impacte mon patrimoine personnel. Et là, je dirais, autant sur la RC familiale, autant sur la RC de l'entreprise, là, on a l'habitude de souscrire des contrats, autant sur ce volet-là, on va dire qu'à 90%, les entreprises aujourd'hui n'ont pas de couverture. Donc, on est vraiment sur un sujet qui est effectivement très prégnant pour nos assurés aussi. Je sais que nous, on fait en sorte que nos agents qui sont nos relais sur le terrain en parlent. On parle pour être effectivement le plus dans le conseil possible. C'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Donc, on va passer ensuite, on est en train de faire des définitions. Qu'est-ce qu'un mandataire social? En fait, il y en a deux types. On a
un mandataire de droit. Donc ça, c'est typiquement la personne qui est notée sur les statuts, hein, c'est le dirigeant de l'entreprise tel qu'il est défini dans la création et dans les statuts de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas de sujet. Un mandataire social, un mandataire de droit. Et vous avez également le mandataire de fait. Alors le mandataire de fait, c'est un petit peu particulier. Donc lui, il n'apparaît pas forcément dans les statuts, mais il reçoit un ordre. Alors ça peut être son contrat de travail qui lui permet d'administrer ou de gérer la société. Alors c'est principalement des salariés qu'on va retrouver dans l'encadrement, hein, dès lors que dans leur mission, ils ont possibilité, je dirais, d'engager la responsabilité, leur responsabilité déjà, mais de gérer et d'administrer la société, hein, de faire des achats, d'agir sur la sécurité. Hein. Donc on est effectivement sur cette problématique-là. Vous le voyez avec Volkswagen Gate, si ça vous parle, le Dieselgate. Hein, vous avez effectivement devant les tribunaux pour les histoires de trucage de données de pollution, vous avez le dirigeant, mais vous avez également quelques cadres qui ont participé à la manœuvre et qui sont eux-mêmes obligés de répondre de leurs actes devant un tribunal. OK ? Il y a quelque chose de bien et de pas bien, c'est que les juges, comme les compagnies d'assurance, ne font pas la distinction entre les deux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir condamner un mandataire de fait, ça c'est le côté pas bien, mais que les compagnies d'assurance, si vous êtes assuré, vont pas faire la différence et vont également assurer le mandataire de fait. Il n'y aura pas que le mandataire de droit qui sera couvert. Alors, ce qui peut vous être reproché, entrons un petit peu dans le détail. On a quelques exemples. Alors, j'en ai plein. Donc, on a effectivement, si on prend la première ligne, violation d'une disposition légale ou réglementaire, on a un exemple sur la non-convocation des associés à une assemblée générale. On est peut-être sur des structures un peu plus grosses, de ne pas avoir respecté les statuts. Même des associés entre eux, il y en a un qui fait des actes qui ne sont pas prévus, qu'il puisse faire tout seul dans les statuts, il est obligé d'en référer à son associé, il ne le fait pas, son associé peut l'attaquer dès lors que ça crée un préjudice. La commission d'une faute de gestion, hein, on en parlait. Alors, envers les tiers, pratique commerciale anticoncurrentielle, diffamation envers les clients, envers les fournisseurs, ça c'est super large en fait. Hein. On peut avoir effectivement des attaques qui sont faites dans ce cadre-là, qui sont finalement assez larges. Non-paiement des cotisations sociales, vente à perte, hein, une entreprise qui va se mettre en difficulté parce qu'elle a vendu des biens à perte en dessous du prix du marché. Donc là, effectivement, on peut aussi avoir le non-respect des remboursements d'emprunts, la faute de gestion. Il y a pas mal de choses en fait, il y a pas mal de choses qui rentrent là-dedans. Ça peut être du harcèlement, de la discrimination, ça peut être les accidents du travail, on l'a vu, on a beaucoup de cas sur les accidents du travail. Ah, vous voyez qu'on a quand même une multitude d'impacts qui peuvent servir à une mise en cause. Bon, voilà ce que vous risquez, c'est principalement être condamné à verser des dommages-intérêts qui sont pris sur vos deniers personnels, hein, dans ce cas-là. Le patrimoine peut être saisi. Donc en gros, je dirais, c'est vraiment une protection personnelle, je dirais, ce type de contrat pour protéger finalement son patrimoine. OK, on va continuer. Alors toujours des exemples de mise en cause. Donc si on parle accident du travail, on a même dans la construction, hein, on a pas mal de clients nous qui sont sur les échafaudages dans la construction. Il faut savoir qu'un chef d'entreprise qui a des salariés qui sont sur un échafaudage, il a beau venir tous les matins au pied de l'échafaudage, dire à ces gars de mettre le casque, de mettre le harnais, à un moment donné, si en cours de journée il y a un accident, il peut y avoir une responsabilité. En fait, hein. Il y aura une responsabilité de la société, c'est ce qu'on appelle la faute inexcusable, hein, c'est-à-dire que la société va être mise en cause pour un manquement au devoir de sécurité, mais il peut y avoir à côté de ça, si l'avocat est un petit peu éclairé, et c'est de plus en plus le cas, ou la sécurité sociale, une action en direct contre le dirigeant en qualité de personne physique. Et donc aussi bien sur la faute inexcusable, c'est les capitaux de l'entreprise ou la responsabilité civile de l'entreprise qui va payer, mais aussi bien sur le côté mise en cause personnelle, ça va être sur le patrimoine du dirigeant ou alors sur ce type de contrat de responsabilité civile des dirigeants. Okay, hein, donc là, sur les violations des règles d'hygiène et de sécurité, ça peut être parce que le dirigeant n'a pas donné de moyens nécessaires ou suffisants
à la protection de ses salariés. On a le cas là effectivement avec un cluster dans un abattoir. Vous en avez peut-être entendu parler début de la crise de 2020. Ben, effectivement, charge à l'entreprise, charge aux dirigeants d'assurer une obligation de sécurité. Et ben, il y a eu un cluster dans un abattoir, ils ont pu définir que c'était quelque chose qui venait de cet endroit-là. Hein, c'était vraiment le point de convergence de tous les malades. Et donc, condamnation du dirigeant pour ne pas avoir mis en place les moyens nécessaires à s'en prémunir. Défaut d'assurance, insuffisance d'assurance. Alors, il faut savoir qu'il y a un paquet d'assurances qui sont obligatoires en France. Je crois qu'il y en a 130, c'est assez énorme. Donc, ça peut être l'artisan du BTP qui ne souscrit pas de dommages ouvrages, ou de responsabilité civile décennale, alors que c'est obligatoire. Il ne se passe rien, son chantier se finit. Au bout de 5 ans, il y a un gros dommage sur la maison qu'il avait construite. Son client veut réparation. Il n'avait pas souscrit de contrat, donc il n'y a pas d'assurance derrière. Ça va mettre en péril peut-être les capitaux de la société, parce que même s'il n'avait pas d'assurance, il va quand même devoir payer les dommages. Et là, effectivement, le client, à un moment donné, peut faire une action contre la personne physique du dirigeant sur la faute de gestion, à dire, vous saviez qu'effectivement, sur les métiers du BTP, il faut une RC décennale, vous n'avez pas souscrite, et je vais aller piocher dans votre patrimoine pour essayer de récupérer les montants nécessaires. Hein, donc, c'est vraiment ça. Vous avez aussi sur les fautes, hein, vous avez les transporteurs routiers, par exemple, qui savent qu'effectivement, les camions roulent systématiquement en surcharge. Hein, c'est vrai que s'il y a un accident, qu'on arrive à prouver que le dirigeant, je dirais, au courant de la chose et que c'est pratique courante, il peut être effectivement condamné à payer des dommages-intérêts. Hein, donc, je vous fais passer d'autres exemples. Ça peut être de la concurrence déloyale, ça peut être de la diffamation, je vous ai dit, du harcèlement, de la discrimination. Il peut y avoir pas mal de choses qui rentrent en compte dans dans la journée d'un entrepreneur, hein, avec tous les contextes qu'il a, avec ses clients, ses prospects, avec ses salariés, avec le fisc, avec la sécurité sociale. Enfin, voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment très présent. Alors, des exemples chiffrés qui sont, voilà, 2 anciens dirigeants condamnés à 15 000 € de dommages et intérêts pour présentation de comptes non fidèles, distribution de dividendes, de tenue de comptabilité fictive, ainsi de diffusion de fausses informations. Donc, c'est un exemple de condamnation, 68 000 €, un dirigeant condamné à payer pour n'avoir pas payé les sommes dues par la société à un créancier. Hein, aujourd'hui, hein, on est beaucoup à vouloir dénoncer. Hein, il y a effectivement un mouvement qui dénonce les sociétés qui ne payent pas à temps leurs fournisseurs, leurs créanciers. On est là-dedans. Si la société qui est derrière fait faillite ou se retrouve en grande difficulté, a des problèmes, a un préjudice suite au non-paiement dans les temps d'une facture, il peut y avoir effectivement condamnation du dirigeant. Il y a une étude qui disait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent en difficulté au moment de l'été parce que les gens qui valident les paiements se disent « Oh, on va d'abord partir en vacances et on validera les paiements à la rentrée ». Donc, ça fait un laps de temps sur lesquels les créanciers ne sont pas payés et certains n'ont pas les moyens, je dirais, en termes de trésorerie, d'avancer beaucoup très longtemps les montants. Frais de défense, alors c'est vraiment des grandes fourchettes, hein, 4 500, 45 000 €, 45 000 €, 90 000 € en procédure douanière et entre 50 et 150 000 en action de comblement de passif. Donc là, on n'est que sur la partie frais de défense, hein, parce que effectivement, il y a 2 volets, hein, il y a les frais de défense et il y a la condamnation, les dommages-intérêts. Hein, c'est deux postes qui peuvent effectivement être hyper importants en termes de montant. Solution d'assurance, donc là, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut couvrir dans un contrat d'assurance. Alors, MMA, comme beaucoup d'assureurs, propose son propre contrat. Le nôtre a maintenant 3-4 ans derrière lui. On s'est calé effectivement sur des garanties qui nous semblaient être les plus intéressantes pour nos clients. Donc, garantie en cas de litige, on en parlait, prise en charge des dommages-intérêts, prise en charge des frais de défense. Hein, donc, c'est les 2 postes importants. Après, je dirais, on est plus sur du côté assistance, une information juridique, des services d'assistance en cas de contrôle URSSAF, par exemple, en cas de contrôle fiscal, prise en charge des rapatriements du dirigeant si jamais il est à l'étranger et qu'il y a un événement grave dans l'entreprise. Et également un volet qui est plus curatif, qui va être la réhabilitation de l'image de marque de l'entreprise et l'accompagnement psychologique en cas de mise en cause judiciaire. On a tendance à croire que c'est effectivement accessoire,
mais je peux vous assurer que, notamment l'accompagnement psychologique pour un dirigeant qui est mis en cause personnellement, notamment lorsqu'il y a eu un décès d'un salarié ou un accident grave, c'est souvent très nécessaire. Réhabilitation de l'image de marque également, hein, lorsqu'on est face à des dossiers qui touchent l'alimentaire, qui touchent les enfants. C'est des dossiers sensibles en fait. Hein. On a eu un cas avec malheureusement un enfant en stage de 3e qui s'est fait percuter par un camion sur un quai de chargement. Effectivement, c'est des choses qu'on met en route. Les médias se font toujours une joie de colporter le nom de l'entreprise. Bah, derrière, il faut savoir qu'il y a des cabinets qui sont spécialisés dans la réhabilitation d'image de marque et que les contrats d'assurance peuvent le prévoir. C'est le cas en tout cas chez nous. Donc les frais de défense, bah, c'est voilà, civil, pénal, le libre choix de votre avocat, ça c'est une loi de toute façon. Il n'y a pas de franchise et la prise en charge des dommages-intérêts. C'est-à-dire qu'on va fonctionner sur une enveloppe. Vous allez souscrire pour 300 000 € de garantie, que vous ayez 100 000 en frais de défense et 50 000 en dommages-intérêts ou l'inverse. Finalement, ça va être couvert dans la même enveloppe. Il faut juste pas que ça dépasse les 300 000 €. Si vous avez souscrit 300 000, c'est un exemple. On ne désigne pas les assurés, on n'a pas de franchise ni de sous-limite, je l'ai dit, en fonction du type de mise en cause. Donc c'est vraiment un contrat qui est très ouvert. L'intérêt pour vous, dirigeants, c'est que c'est un contrat qui est souscrit par l'entreprise pour votre compte, c'est-à-dire que c'est payé également par l'entreprise. Hein, c'est même pas un abus de bien social. L'entreprise va cotiser pour votre protection de patrimoine personnel. Et donc, du coup, avec le petit cadeau fiscal, vu que ça sort de votre charge, vous avez exonération des impôts sur ces montants-là. OK. Les services d'assistance, on en a un petit peu parlé déjà. Services d'information juridique, remboursement des honoraires d'experts comptables et le rapatriement dans l'entreprise en cas d'incident. Voilà, réhabilitation d'image de marque. Hein, on paye effectivement un cabinet spécialisé. Accompagnement psychologique, c'est pareil. On va payer des consultations et les soutiens financiers à l'entreprise en cas d'accident. On a également un volet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, à mon sens, ne fait pas trop, je dirais, n'a pas trop sa place dans ce type de contrat-là, c'est les indemnités journalières en cas d'accident survenant aux dirigeants. Ça fait partie de la protection, mais je dirais il y a d'autres contrats qui sont très bien faits, contrats clés, contrats de prévoyance, pour ne pas le mettre là-dedans. Hein. Alors, les questions, on va les traiter après. D'une manière plus large, j'ai encore quelques minutes. Si on va plus loin dans la protection, ben voilà, j'ai essayé de dresser un petit peu tout ce qu'il vous faut, je dirais, en tant que dirigeant, hein, de la garantie dommage aux biens, pour vos biens, pour les biens de l'entreprise, les risques techniques, si vous avez effectivement des machines à assurer, la responsabilité civile professionnelle, la RC décennale si besoin, et tout ce qui concerne, je dirais, la circulation, flotte automobile, camions, engins, perte d'exploitation, ça c'est l'assurance vie de votre entreprise en cas de pépin, la protection juridique, et pour vous, pour vos salariés, tout le volet, je dirais, prévoyance santé collective, prévoyance santé pour vous, et pour aller plus loin, tout ce qui est retraite et assurance vie. Hein, donc, vous avez vraiment un panel de contrats que vous pouvez retrouver dans notre réseau. Hein, on a à peu près une quarantaine d'agences sur toute l'Alsace. On est un groupe, Groupe Covea, qui est un groupe très sérieux, et nous sommes deuxième sur le marché français en garantie des entreprises et des entrepreneurs. Voilà, donc à se dire qu'effectivement, c'est des contrats qui coûtent pas très cher non plus. Hein. Je crois que la garantie la plus basse, ça doit être quelque chose de l'ordre de 200 € l'année. Hein, donc on est effectivement pas sur des montants démesurés. 200 € l'année. Après, on peut aller effectivement sur des montants plus élevés. Si on prend les entreprises du CAC 40, c'est des contrats qui valent plusieurs millions d'euros. Hein, mais on est effectivement sur des millions assurés également. Voilà, donc ça payé par l'entreprise pour votre compte. Donc il est 34, 35, je suis à peu près pas mal dans le timing. On peut passer effectivement maintenant à la séquence de questions si vous en avez. Je ne sais pas si Élise en a eu sur les… Alors pour le moment, j'en ai pas. Vous pouvez aussi lever la main, voilà, moi je le vois apparaître, donc n'hésitez pas et on vous donnera bien sûr la parole. Si vous avez eu des questions, mais peut-être que c'était tellement clair qu'il n'y a pas d'autres questions à poser, en tout cas pas dans un premier temps. Les questions viendront peut-être par la suite.
ce serait présomptueux. J'essaie de dresser le portrait voilà, de la façon la plus rapide et concise possible. Maintenant, effectivement, s'il y a des questions, vous avez possibilité de les envoyer par mail, c'est ça, au niveau Oui, de alors la... on a effectivement les adresses mail des participants, donc on peut échanger par mail. Ils auront aussi nos coordonnées, hein, donc il n'y a pas de souci, voilà, pour poser des questions ultérieurement. De toute façon, ils peuvent toujours venir vers le service juridique. Je vais y venir après, hein, pour toute question juridique qui se pose à l'entreprise, dont celle-là, pour qu'on puisse les orienter au mieux et les réorienter pour avoir des réponses auprès des assureurs, bien sûr, hein, puisque c'est une matière très technique dans laquelle nous, on ne rentrera pas dans le détail, hein. Ça relève de la compétence propre des assureurs. Je pense qu'il faut compléter avec le webinaire de la semaine dernière parce qu'il explique bien aussi l'ampleur de la responsabilité du dirigeant et qu'on ne s'arrête pas juste à la responsabilité dont on peut entendre parler ou dans les médias, voilà, pour des grosses sociétés ou des dirigeants d'entreprises importantes, qu'il faut bien prendre en compte tous les champs de responsabilité qui peuvent être activés, et ça vous l'avez bien précisé, et qu'on ne se borne pas juste aux assurances obligatoire aussi parfois, parce que en tant que chef d'entreprise, on est quand même le responsable légal de la société. Et donc, à ce titre-là, on a des droits et des obligations. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Donc, je vous invite de toute façon à aussi consulter, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le webinaire de la semaine dernière, qui va être en replay très rapidement sur notre site internet, dans les pages dédiées à la thématique juridique. Donc, on va faire un article spécifique sur la responsabilité dans laquelle on va insérer ces deux webinaires en replay. Si vous êtes intéressé par le replay de cette semaine ou de la semaine dernière, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, à nous faire un petit mail et on pourra vous envoyer de toute façon le lien, même avant que ça soit mis sur le site de la Chambre de commerce, si vraiment vous avez besoin de ces informations-là de manière plus urgente. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible. Je pense qu'on pourra aussi vous transmettre le support d'intervention si Monsieur Meyer nous le permet, en Oui, fait. bien sûr, sans Voilà, problème. donc on le transmettra aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites ce matin pour que vous puissiez vous y reporter. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de questions, donc pas de main levée non plus. Donc, on va vous libérer, Monsieur Meyer, parce que vous avez de nombreuses obligations aujourd'hui professionnelles. En tout cas, Là, je vous remercie, je vous remercie pour votre disponibilité malgré ces obligations qui se sont imposées à vous. Pour la clarté de votre intervention aussi. Et voilà, on va vous libérer. Moi, je garde encore un petit peu les participants pour leur présenter notre cellule de soutien et l'activité du service juridique aussi, pour qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Mais et du coup, je vais reprendre la main sur les supports d'intervention. Merci à vous en tout cas. merci à vous et bonne journée. Merci. Voilà, donc je vais juste faire le partage avec mon écran. Voilà, juste un petit instant, il faut juste que je le mette en... Voilà, donc par contre, je ne vois pas exactement ce que vous voyez, vous, sur l'écran. Donc, je pense qu'il ne s'affiche pas en diaporama.
Voilà. Excusez-moi pour le petit délai d'attente. Donc, juste quelques minutes pour vous parler de ce qui est proposé par la CCI en cas de difficulté, puisque là, on est dans une thématique d'engagement de la responsabilité du dirigeant qui peut être aussi liée à des difficultés financières de l'entreprise ou des difficultés ou des cas, des situations propres qui pourraient entraîner des difficultés financières de l'entreprise par la suite. Donc, sachez en tout cas qu'au sein de la CCI Alsace-Eurométropole, vous avez une cellule de soutien qui est à votre disposition, que vous pouvez solliciter. Nous travaillons en partenariat avec de nombreux experts. Nous avons développé tout un réseau de partenaires et donc nous pouvons vous orienter au mieux en fonction de la nature des difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site de la CCI Alsace-Eurométropole en tapant en mots-clés difficultés et vous allez arriver sur toutes nos pages dédiées à cette thématique. Alors, nous vous proposons comme outil différentes choses. Nous avons un autodiagnostic confidentiel qui s'appelle « Comment va ma boîte ?» qui vous permet de réaliser en ligne une évaluation rapide de la santé de votre entreprise. Si vous souhaitez, à l'issue de ce questionnaire, être recontacté par notre cellule de soutien, eh bien, vous avez la possibilité de demander un rendez-vous. Vous avez aussi un guide en ligne qui vous apportera toutes les informations utiles sur les procédures, mais aussi sur les acteurs locaux, donc avec des contacts locaux qui interviennent en destination des entreprises qui rencontrent des difficultés. Nous avons tous nos webinaires en replay aussi sur ces pages. Donc, comme nous aurons également les webinaires en replay sur les thématiques de la responsabilité du chef d'entreprise, ainsi que des articles d'information juridique. Vous allez retrouver toutes les informations, par exemple sur la cessation de paiement, sur la liquidation judiciaire, le redressement, etc. En webinaire, vous avez aussi également un webinaire qui est vraiment très intéressant sur le soutien psychologique du chef d'entreprise. C'est des choses dont on commence à peine à parler, mais qui peuvent être importantes. Se sont assez rapidement isolés et seuls.